Bon webinaire, à toi la parole Véro. Alors, bonsoir. Donc pour moi, il est 19h30. Pour vous, il est 15h, si tout le monde est en France. Et donc, je suis très heureuse de vous accueillir. Alors, quand Stogazer m'a proposé de faire un webinaire, je me disais, chouette, début février, je vais pouvoir leur annoncer des bonnes nouvelles. Et puis, voilà, les bonnes nouvelles, on attend. On attend. Je ne vous cache pas que l'attente est longue et compliquée, mais bon, voilà, il faut faire avec. Alors, bon, comme personnellement, les webinaires, les super présentations, machin, j'en ai un peu ras la casquette à suivre, comme à préparer. Et je me suis dit que j'allais opter pour un format plutôt informel avec ce que vous aimeriez savoir, ce que vous aimeriez que l'on partage, puisque vous ne connaissez pas. L'Inde, en 1 heure de temps, c'est quand même compliqué à présenter. Le Rajasthan, le Népal, le Népal et le Bhoutan. Mais voilà, sur l'Inde, il y a quand même le Rajasthan, les États de l'Est, le Tamil Nadu, le Kerala, le Karnataka, le Madhya Pradesh, les parcs. Enfin, c'est tellement énorme et vaste, hein, que si je préférais qu'on puisse avoir des questions. Donc, si vous pouvez prendre la parole, si vous le souhaitez, il n'y a pas de problème. Alors, je vois que Richard a l'air de vouloir prendre la parole, mais je t'entends point. Alors si vous prenez la parole, il faut que vous rallumiez vos micros. Vous verrez, il y a un petit micro, vous cliquez dessus et vous le rallumez parce que j'ai coupé les micros de tout le monde. Voilà. Donc Richard, hop, je vais t'envoyer un petit tac. Sinon, si vous ne pouvez pas parler, vous mettez dans le chat ce que vous voulez et moi je pourrai lire à haute voix vos désidératas. En attendant que vous vous manifestiez, je peux peut-être vous parler des conditions sanitaires. Donc, l'Inde n'est pas officiellement ouverte, mais n'est pas non plus officiellement fermée. Les visas touristiques sont actuellement émis à raison d'une durée maximale de 1 mois, de 30 jours, sachant que 7 jours de quarantaine sont exigés avec un test PCR au niveau du 8e jour. Donc, autant dire que ce ne sont pas des conditions optimum pour arriver pour faire un voyage. Il y a des touristes, plutôt des touristes backpackers qui râlent suffisamment sur Facebook que la durée n'est pas suffisante et qui essayent par tous les moyens de s'abstenir de la quarantaine et qui trouvent tous les subterfuges. Mais bon, voilà, on évitera de cautionner ces comportements qui n'ont rien de très correct, puisque par définition, lorsqu'on part à l'étranger, on respecte les règles, hein, les lois et les recommandations du pays en vigueur. Donc, voilà pour ce qui est des conditions sanitaires. Je ne ferai aucun pari sur quand est-ce qu'on réouvre, quand est-ce que l'annonce sera faite, hein. Trop de spéculation. Et j'ai jamais été bonne dans ces prévisions sur les 2 dernières années. Alors, si quelqu'un veut intervenir, peut me demander qu'est-ce qu'il en est. Sinon, je vais enchaîner, bien sûr, mais je n'ai rien de préparé de PowerPoint ni quoi que ce soit. J'aurais souhaité pouvoir échanger avec vous ce que vous aimeriez, ce que vous souhaiteriez, pas ce que vous avez envie d'entendre, mais en tout cas, ce que vous aimeriez savoir à propos de cette destination qui m'est chère et dans laquelle j'habite depuis 20 ans, qui est la destination Inde. Bah, si personne ne prend la parole, moi je vais te demander, Véro, quel serait le premier circuit que tu aimerais vendre, idéalement, si tu pouvais choisir le premier circuit que toi tu aimerais vendre, dès que la destination va réouvrir.
Alors, Est-ce que tu aimerais le circuit qu'on te demande? On te dit, moi, je veux ce circuit-là. Tu dis, bah, exactement, c'est le circuit que moi, j'aurais fait. Alors, paradoxalement, ça ne va pas être un circuit en préférence, puisqu'on est quand même spécialiste du sur-mesure à la carte, et donc on s'adapte vraiment à ce que souhaite le client, en tout cas sur une destination particulière, à savoir le Kerala, où j'habite, tout simplement parce que ce matin, je me suis permise de regarder les statistiques, et nous sommes à 100% de taux de vaccination sur la population de plus de 18 ans. C'est donc à signaler. Malheureusement, les chiffres de taux de Covid sont aussi maximum, mais c'est parce qu'ils, à mon sens, c'est parce que justement, ils testent et que comme je suis une ancienne microbiologiste, directrice d'un laboratoire vétérinaire en France, par définition, si on cherche, on trouve. Et donc, plus on teste, plus on trouve. Et donc, dans les États où on ne cherche pas, on ne trouve pas. Ça, c'est bien évident. Et donc, à l'échelle de l'Inde, il y a des États un petit peu plus proactifs à ce niveau. Et c'est d'ailleurs déploré par les autorités sanitaires. Donc, la première destination, la destination auquel je vais dire il vaut mieux aller, c'est donc le sud de l'Inde, avec préférentiellement le Kerala. Et parce que on a aussi, sur les 24 derniers mois, entendu beaucoup parler de tourisme responsable, de tourisme sustainable, de tourisme durable, et que le Kerala est quand même pionnier sur ce secteur, avec énormément de chambres d'hôtes, avec un tourisme qui vraiment fait la part belle à la nature, avec un vaste réseau de chambres d'hôtes. Alors, la difficulté, parce qu'il y aura des difficultés pour redémarrer notre activité, qui est pour l'instant à zéro, ça va être de s'assurer que nos prestataires, toutes les personnes avec lesquelles on avait des relations, souhaitent toujours travailler. Dans quelles conditions elles sont en mesure de travailler, puisqu'après 2 années sans revenus, il peut y avoir quelques petits soucis. Certains ont carrément arrêté. Le chiffre officiel de 40% de la profession du tourisme indien qui n'exercera plus en sortie de crise est déjà annoncé, et il suffit qu'on continue encore sur 2 ou 3 mois que le chiffre risque de s'effondrer. Nous aurons également de graves problèmes pour trouver des chauffeurs, de trouver des guides locaux, francophones. Donc, il y a un certain nombre de problèmes logistiques auxquels nous ferons face, bien évidemment. Mais c'est un challenge. Je ne peux pas dire qu'on sera dans les meilleures dispositions pour assurer ce challenge, parce que nous sommes tous fatigués, épuisés. Le moral, il monte, il descend en fonction des nouvelles. Les finances, puisque nous avons été quand même pendant 2 ans sans aucun soutien gouvernemental. À titre personnel, j'ai vendu pour déménager, me réinstaller, relocaliser sur une structure beaucoup plus petite dans le Kerala, justement. Mais donc voilà, le Kerala, à mon sens, c'est aussi une destination qui va être bien perçue, parce que les gens, il n'y a pas que nous qui sommes épuisés et qui sommes foncièrement fatigués de cette situation. Les voyageurs également, ils sont avides de partir à la découverte, mais ils ont aussi envie de pouvoir se poser, de se ressourcer. Et le Kerala est quand même connu pour la médecine ayurvédique, pour les massages, pour les cures, pour une nature exubérante. Personnellement, je me suis installée dans un environnement qui est le district du Wayanad, et qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO pour sa biodiversité depuis 2012. Autant dire que je suis vraiment au cœur de cette nature, de ce besoin de retour à la nature, de ce besoin, de cette confiance qui a été prise en compte, et qui, a priori, devrait être des aspirations des voyageurs qui vont se présenter. Après, effectivement, restent les destinations phares, hein, le Rajasthan, le Madhya Pradesh, mais et en plus,
Le Kerala a toujours été une destination que j'ai toujours incité à présenter et à proposer en premier abord lorsqu'on n'avait pas d'aspiration particulière, parce que c'est une Inde plus facile, c'est une Inde verdoyante, c'est une Inde où les gens ont vraiment un esprit d'hospitalité, où les trajets sont plus aisés, plus petits. On a juste besoin de faire 2 heures de route pour être dans deux environnements complètement différents, avec des expériences différentes. Et donc, forcément, c'est la destination que je privilégierai et que je tente à proposer. En plus, si nous avons la chance d'avoir une ouverture incessamment sous peu, les conditions météo seront idéales et favorables à partir de tout de suite, puisque le Kerala peut se promotionner tout au long de l'année. La partie qu'on appelle mousson, pour moi, c'est une symphonie, hein, parce que là, il a beau pleuvoir, la pluie, c'est vraiment, quand on est dans la nature, il suffit d'être dans un bel environnement et la nature s'exprime complètement sous cette pluie. Et on peut voyager sans aucun souci, sans aucun problème en période de mousson. Et nous avons en plus les bénéfices de l'Ayurveda. Les bénéfices de l'Ayurveda sont doublés, voire quadruplés en période de mousson. Et donc, il est tout à fait intéressant et conseillé de profiter de la période de mousson pour... je me suis désolée pour les petits moments derrière moi, mais je suis actuellement domiciliée dans ce qu'on appelle un service villa, qui est justement un nom que l'on donne pour les homestays lorsque le propriétaire ne loge pas au même endroit. Donc, ce n'est pas non plus un resort, puisqu'il n'y a que 3 chambres. Et donc, voilà, il y a des guests qui arrivent, sachant que sur les 3 côtés, j'en loue 2 et que les gens qui viennent d'arriver sont prévus pour le séjour sur une nuitée. Donc, voilà, il est 20 heures, ils arrivent et avec de fortes chances, ils partiront demain. C'est le tourisme domestique qui est très peu soucieux et très peu engagé sur un tourisme responsable. Ils ont dû rouler toute la journée et là, ils viennent juste pour dormir et pour partir demain matin. C'est un comportement de touriste que je décris un petit peu. Voilà, c'est leur façon. Notre cher Premier ministre, M. Modi, lors de la COP26, a fait de nombreuses déclarations par rapport au carbone. Malheureusement, dans les faits, il va y avoir pas mal de choses à revoir et les touristes indiens ne sont en tout cas pas du tout sensibilisés à la problématique du tourisme responsable et du tourisme durable. Alors, est-ce qu'il y a une question? Julien, veux-tu prendre la parole? Mais oui, attends, on va me voir même. Ah mince, je suis en contre-jour. Bon, je suis très content, Véronique, d'apprendre que tu n'es plus à Delhi. Donc, le bébé guest house, ou je ne sais plus comment ça s'appelait, bébé hôtel, bébé Bibi house, Villa. Bibi Ouais, le Villa, Bibi c'est Villa. terminé. Mais en tout cas, il est certain que je vais travailler avec toi pour le sud, parce que ce qui m'ennuyait, c'est de ne pas avoir quelqu'un qui est vraiment sur place. À l'époque, tu Alors, étais dans le nord et ouais. tu dépendais de représentants locaux, donc tu pouvais pas Non. construire toujours, tu pouvais pas tout surveiller. Alors, en fait, j'ai jamais travaillé avec des correspondants locaux. J'ai toujours travaillé avec des chauffeurs qui m'étaient propres. Ok. Maintenant, c'est bien que tu en parles, puisqu'effectivement, j'avais une structure homestay qui s'appelait Bibi Velasam, qui était assez intéressante puisqu'elle nous permettait de recevoir les clients à domicile lorsqu'ils arrivaient à Delhi et C'est ce qu'on à appréciait. l'arrivée et au départ. Et c'était effectivement un service supplémentaire qui était très apprécié.
Alors, la bonne nouvelle, c'est que cette semaine, je suis en train d'enregistrer un terrain et que je vais avoir une structure qui m'est propre, 2 chambres d'hôtes, développées dans les pratiques responsables avec une autonomie en électricité, puisqu'on aura un toit avec des cellules photovoltaïques de façon à être suffisant en électricité, que la construction est en train d'être préparée et réfléchie avec un architecte de façon à être le plus sustainable possible, que le décompte des arbres sur le terrain a été fait de façon à ce qu'on intègre le maximum d'arbres et qu'on en coupe le moins possible au moment de la construction. Et donc, en fait, le choix de partir de Delhi a été, c'est pas quelque chose. Enfin, le Covid nous a permis, je ne veux pas le remercier, mais le Covid nous a permis d'acter un changement de vie qui était souhaité depuis, on va dire, 3 ans avant le Covid, parce que nous avons depuis 20 ans développé un vrai tourisme responsable, durable, avec des chauffeurs. Et c'est pour ça que quand tu dis que dans le sud de l'Inde, je dépendais de structures. Non, en fait, je dépendais de chauffeurs et je construisais mes programmes. Alors, peut-être que je n'étais pas assez, et ça, je le retiens, je ne présentais pas assez les choses en disant qu'on était effectivement des vrais architectes de ce que l'on proposait. Mais en tout cas, on avait un besoin d'être en totale adéquation dans nos actes. Il était hors de question qu'on continue à cautionner une vie à la grande ville de 21 millions d'habitants sur Delhi, qui est la ville la plus polluée au monde, d'être obligé de travailler à la clim et de dire qu'il faut aller visiter les villages, puisque c'est pas nous qui le disons, mais c'était déjà le Mahatma Gandhi qui disait que l'âme de l'Inde est dans ses villages, et c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur et que nous développons et que nous cautionnons et que nous promotionnons et dans lesquels nous investissons depuis de nombreuses années pour mettre en place des structures de façon à proposer ça au quotidien. En fait, cette période de crise m'a permis de mettre un nom sur plein de choses. Alors, avant que la crise Covid arrive, merci Thomas de Together, merci Together, merci Patrice aussi, qui m'ont permis de mettre un nom sur un sentiment que j'avais et que je voyais venir et que je ne comprenais pas, et qui, en fait, c'est la thèse de l'effondrement. Et donc, j'avais entendu parler de Jean Jancovici. Et donc, juste avant, en fait, que la crise Covid arrive, Thomas et Patrice ont commencé, au niveau de Together, à initier cette réflexion. Et j'ai enfin pu mettre des mots, des visages, des mouvements sur ce que je pressentais et auquel j'avais vraiment envie de m'identifier. Et la deuxième chose qui s'est passée lors de cette période de Covid, ça a été la découverte de la RSE. Et en fait, la RSE, j'ai découvert que c'était comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir depuis ça fait un certain nombre d'années que je faisais de la RSE sans le savoir. Donc, dans la mesure où j'ai été directrice d'un laboratoire vétérinaire, que j'étais responsable assurance qualité, que j'avais eu en charge la mise en place des ISO 9000, 9001, 9002, la EN 45000, lorsque j'ai eu vent et connaissance de la ISO 26000, je me suis retrouvée comme un poisson dans l'eau. Et la RSE est devenue tout à fait normale. Et donc, j'ai commencé à initier la prise d'engagement de Bébé Voyage, que j'ai donc mis sur le site internet. Et c'était d'autant plus facile que c'était quelque chose que l'on faisait. Et donc, à un moment donné, tout devenait un peu plus clair et un peu plus limpide sur
sur le cheminement qui était en train de se passer dans nos têtes, et au niveau personnel et au niveau professionnel, puisqu'en fait, à titre professionnel, on travaille mari et femme, et donc forcément, ça a une résonance très forte au niveau personnel, mais c'est aussi ce qui fait notre différence et notre valeur ajoutée, on est un couple franco-indien avec une vraie compétence complémentaire qui nous permet de vous apporter, de vous proposer tout ce que l'on peut connaître, tout ce que l'on a pu engranger comme expérience, comme savoir-faire, hein, depuis 20 ans que je suis en Inde, depuis 30 ans que mon mari propose la destination. Mon mari, vous ne le connaissez pas, et pourtant, vous avez certainement vu de nombreux de ses reportages, puisqu'il est fixeur. Alors, il est avant tout mon big boss, hein, mais Bibi Voyage n'a rien à voir avec Big Boss, mais c'est comme ça que je le souligne. Et donc, mon big boss, hein, qui est donc mon mari, qui s'appelle Raghu, entre autres, d'être la tête pensante de Bibi Voyage et la personne qui réfléchit les programmes. Il n'y a pas un programme qui part sans son aval. Ça vraiment, tout est pensé. Je reçois la demande, je l'ingurgite, je la réécris, je demande aux agences de voyage qu'est-ce qui peut manquer, de bien comprendre les attentes, et ensuite c'est transmis à Raghu qui met vraiment l'essence de façon à apporter de l'expérience, une quantité en fonction des toujours. Ce qui est important, c'est les attentes du voyageur. Et donc, Raghu, vous ne le connaissez pas, et pourtant vous le connaissez, parce que si vous êtes féru d'émissions comme Thalassa, Faut pas rêver, ou Ushuaïa, je vais en oublier, Fourchette et sac à dos, sur Arte, avec Adriana 42 et Michel Simès, c'est sur la 2, Les pouvoirs extraordinaires du corps humain. C'est Raghu qui signe toutes ces émissions, Échappée belle. Donc, depuis là, à peu près 80 reportages à son actif en tant que fixeur. Et donc, cette expérience de fixeur nous amène aussi, on avait signé Déraciné des ailes, on aurait dû, en février, là, maintenant, en ce moment, en train de préparer un reportage pour Déraciné des ailes, ce n'est juste que reporter. Mais en tout cas, ça nous permet d'anticiper sur les attentes, parce qu'on sait très bien que les voyageurs, lorsqu'ils voient des reportages, ça leur donne envie. C'est vraiment quelque chose de moteur dans l'appel à la destination, les reportages. Et à partir du moment où il y a quelque chose d'un peu différent qui a été demandé par une société de production et que l'on retrouve dans le reportage, on sait qu'à un moment donné, si on peut proposer aux voyageurs d'être dans les mêmes conditions que Sophie Jolivard ou Raphaël de Casablanca, d'être, c'est quelque chose qui n'a pas de prix, parce que, ouais, ils signent tout de suite. Et on a cette possibilité-là qui est quand même très intéressante. Donc voilà, j'ai débordé un petit peu sur ta question, Julien, mais il y en a peut-être d'autres qui veulent se jeter à l'eau maintenant. Non, merci Véronique, et je te rejoins par rapport au reportage. D'ailleurs, j'ai même eu un autre réceptif qui m'a contacté un soir en me disant, dans 1 heure, il y a un reportage qui passe sur une télévision française, regardez-le, c'est nous qui avons assuré le soutien logistique et technique, et si cette destination vous intéresse, on pourra recréer un peu le même style de voyage. Et c'est une coïncidence, mais c'est quelqu'un qui a le prochain webinaire sur Together, c'est justement quelqu'un de Tanzanie. Et c'est pour ça que j'ai lancé la Tanzanie. Donc, c'est Tanganyika Expédition. Oui, Laurent. Exactement. Lui, il m'a écrit le soir de Rendez-vous en Terre Inconnue, je crois que c'est ça, l'émission. Et c'est pour ça que j'ai travaillé sur la Tanzanie avec lui, parce qu'il pouvait emmener mes clients dans cette région-là.
Alors, le rendez-vous en terre inconnue, ce n'est pas nous qui l'avons signé, et Non, paradoxalement. je parlais de Tanzanie, donc, hein, mais Oui, voilà. ouais. Mais paradoxalement, je proposais déjà une excursion qui y ressemblait. Et en fait, ce n'est pas moi qui ai fait le lien. Bon, maintenant, avec les moyens de communication, avec tout. Mais à l'époque, il y a quelques années, donc, quand il y a eu le rendez-vous inconnu au Rajasthan, juste après la diffusion, il y a des clients qui sont arrivés, qui revenaient de voyage, et puis qui m'ont dit « Ah, Véro, c'était génial, on a vécu rendez-vous en terre inconnue. » Et je ne connaissais absolument pas l'émission, hein, 20 ans en Inde, on n'est pas toujours au fait, quoique la pandémie m'a permis de me mettre à jour sur mes lacunes, mais c'est vrai que quand on est pris dans le quotidien, on n'a pas le temps d'éplucher les programmes télé de ce qui se passe en France. La pandémie nous en a permis, mais bon, il reste encore des programmes qui ne sont pas accessibles, quoique il faut bidouiller un petit peu son ordinateur, mais je ne suis pas trop dans ce truc-là. Mais donc, pour revenir, effectivement, c'est très important parce que les gens, ils aiment pouvoir s'identifier. Et nous, on a vu en 20 ans l'évolution des sociétés de production. C'est-à-dire que, par exemple, le Thalassa, il ne faut pas rêver, au départ, je me souviens d'avoir travaillé avec Laurent Bignolas, hein, qui faisait les plateaux en télé à Paris et puis qui faisait les intros des reportages en plateau à Paris. Et puis, au fur et à mesure, il y a eu un besoin de mettre en situation le présentateur. Et au fur et à mesure des émissions, le sujet n'était plus au cœur de l'émission, mais c'était le présentateur et l'animateur que l'on devait mettre en situation. Et on s'est retrouvé dans une situation très complexe où on devait caster, on devait faire du casting, on devait trouver non pas uniquement des environnements, mais on devait et on doit toujours trouver des personnages. Et la difficulté, elle est en plus que les sociétés de production ont souvent des idées qui ne collent pas à la réalité. Alors, soit on rentre dans leur logique et on essaye de trouver l'introuvable, ou alors on leur dit carrément non mais ça c'est pas possible. Et bon, nous on est plutôt c'est pas qu'on est plutôt, c'est que pour Agou c'est inconcevable de créer quelque chose pour être dans leur logique d'intellect, parce que ça ne correspond pas à la réalité, parce que de toute façon ça ne présente pas le pays dans son actualité. Et je me souviens, lorsqu'on a travaillé pour l'émission Les pouvoirs des corps humains avec Adriana Carambeu et Michel Simès, dans le synopsis de l'émission, ils voulaient impérativement que ça se passe en Inde du Sud, et donc ça devait se passer à Kerala, mais ils voulaient avoir un sadhu sur une planche cloutée. Donc déjà, moi, je leur ai dit, la planche cloutée et le sadou, ça n'existe plus. Quand il y en avait, c'était plutôt du côté de Bénarès et au nord de l'Inde. Donc, il va falloir trouver autre chose. Et en fait, la sensation qu'ils voulaient, puisque c'était les cinq sens, l'émission tournait autour des 5 sens, c'était la douleur. Et dans la mesure où ils n'avaient aucune idée, il a fallu que nous, on devienne des penseurs. Et sur, je vais dire, les 4-5 dernières années, on n'est plus uniquement des personnes qui faisons ce que nous demandent les sociétés de production. Et c'est très important parce que ça note aussi le degré d'implication que l'on peut avoir au niveau des émissions, puisqu'on devient proposeur d'idées, ensuite qu'ils élaborent, hein, parce qu'on n'est pas des cinéastes, mais donc on a proposé notamment un reportage sur le Kalaripayattam. Le Kalaripayattam n'est autre que l'art martial qui est à l'origine de tous les arts martiaux. Et le Kalaripayattam est donc
un art guerrier, un art martial, et il fallait que l'on arrive à avoir un fil conducteur autour de la douleur que l'on a eue, puisque de toute façon, Michel Simès s'est retrouvé avec une sciatique lors de l'émission, et il a donc fallu que l'on développe autour de la douleur, et Michel donc, a eu sa sciatique traité par des praticiens de Kalaripayattam qui lui ont effectué un message debout, à pied, un message ayurvédique. Et Michel Simès est un docteur très cartésien qui a a priori très peu d'ouverture sur les médecines alternatives. Et pourtant, sa sciatique a disparu lors de l'émission. Et il est arrivé avec sa sciatique de France. Je tiens à le signaler, ce n'étaient pas les conditions routières indiennes qui lui avaient induit la sciatique. Ah, c'est très intéressant, mais on peut, je vais laisser parler aussi les autres, mais on peut appliquer, et c'est ce que j'essaye d'appliquer aussi pour mes clients. Si je m'adresse à toi pour faire découvrir le Kerala, c'est pas pour que les clients arrivent avec des guides, chez moi, et puis me disent, voilà, j'aimerais voir ça, 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 ça. Je préfère leur dire, mais j'ai quelqu'un qui habite là-bas, qui est passionné par le Kerala, et puis qui va vous proposer une expérience différente. Sinon, ils peuvent le faire eux-mêmes. S'ils partent avec leur guide, ils ont tous leur adresse, ils veulent aller dormir là, là et là. Je dis, bon, bah, voilà, moi, je vais vous proposer autre chose. Voilà, et c'est exactement… alors, ce qu'on faisait dans le Rajasthan avec Bibi Villa comme porte d'entrée à Delhi était déjà de son esprit, puisqu'en plus… en plus de Baby Villa, au fil des années, nous avions développé Raulakera, nous avons développé Siana Sojourn et Babikidi Dani, qui sont des adresses totalement confidentielles et exclusives d'expérience. D'ailleurs, lorsque je les propose, il est hors de question que ce soit moins de 2 nuits, parce que arriver à 19h pour repartir le lendemain n'a aucun intérêt. Lorsque l'on doit aller sur ce genre d'expérience, c'est vraiment pour être en immersion pendant 48 heures. Et donc, ce sont 3… Alors, en fait, au total, on en a 4. On a 4 expériences complètement différentes. On a Aor, on a Siana, on a Raulakera et on a Gulab Ganj. Et en fait, un programme Rajasthan, lorsque je le présente et que je le propose, quand je le proposais juste avant la pandémie, j'ai mis en place un programme type de 21 jours. On ne trouve absolument pas le Rajasthan en 21 jours. Et à chaque fois, mon process de travail était de dire à l'agence, OK, le client, il ne veut que 10 jours. Mais faites-le regarder ce programme de 21 jours. 21 jours, quand je vous envoie ça en email, avec les photos, il y a également le PDF qui inclut des vidéos. Il y a rarement la partie explication historique des lieux, mais ce sont systématiquement des photos strictement personnelles avec, et les lieux qui sont vraiment atypiques. Il y a 4-5 pages avec vidéo, avec force, où l'idée est de faire sentir, de faire vivre, de faire que le voyageur se dise « Merde, il y a quelque chose là ». Ça, j'ai envie, j'ai vraiment envie. Et lorsque l'agence me dit « Oui, mais est-ce que je peux avoir une idée du programme ?» Je ne sais pas, moi, ce qui va se passer. Parce que ce qui va se passer là-bas va dépendre de l'état d'esprit du voyageur, de la réalité du terrain au moment où on va être, des dispositions des gens qui sont sur place. Qu'est-ce qui va être… Est-ce qu'ils vont être en train de semer dans le champ? Est-ce qu'ils vont être en train de récolter? Chaque jour est différent de l'année. Donc, je ne peux pas prétendre, et c'est exactement la même chose actuellement au Kerala, chaque jour est différent. Je suis dans une plantation de café et une plantation de thé. Chaque jour, les activités sont différentes. La personne que je vais rencontrer au pied de la rivière ne sera pas la même personne demain. Et si dans 15 jours, j'ai des voyageurs qui vont venir, je ne peux pas prétendre et présumer de ce qui va se passer.
Par contre, j'essaye de les mettre dans des dispositions. En tout cas, je les mets dans un cadre avec un environnement et une logistique qui va leur permettre de vivre cet instant. Maintenant, pour vivre l'instant qu'on essaye de construire, c'est un triangle. Et il y a un cône dans le triangle, c'est le voyageur. Si le voyageur est dans une attente spectateur, ça ne fonctionnera pas. Et ça, les voyageurs qui vont sur Internet, qui cherchent des budgets, qui cherchent des prix, qui cherchent des programmes, ils passent à côté de quelque chose. Et ce savoir-faire-là, ça ne peut fonctionner qu'en osmose. Ce qu'on oublie, c'est que, moi je le dis, je le redis encore avec cette pandémie, je ne veux pas faire du B2C. Je ne veux pas avoir des voyageurs à gérer en direct. C'est chronophage. Moi, je veux pouvoir les gérer ici en Inde. C'est déjà chronophage. Lorsque j'aurai ma structure ici au Kerala, que je vais pouvoir proposer 3 ou 4 nuits chez moi, ce sera 3 nuits, 4 jours que je vais passer avec les voyageurs. S'il me dit oh, j'en ai marre de bouffer indien, bah, j'essaierai de lui faire des spaghettis bolognaises avec les moyens du bord. Mais c'est aussi, ça fait sourire. Ça peut prétendre à faire sourire. Et pourtant, ça peut être important dans un circuit que le voyageur puisse faire un break, qu'il puisse être dans une ambiance de pouvoir discuter, de partager avec une personne francophone qui vit sur place et qui n'est pas un guide. Parce qu'un guide, il fait son boulot. Un guide, il parle de son pays, il parle de... Et ça reste que c'est quelqu'un qui a un esprit indien. Nous, Raghu et Véro, quand on est là, quand on est avec le voyageur, on est là pour partager, pour parler de plein de choses et d'autres choses. Et je sais que les voyageurs, ils apprécient aussi ça. Et tout ça, et ça nous arrive de modifier le programme. Lorsqu'on rencontre des voyageurs, on le faisait à Delhi et on le fera encore au Kerala, ça je suis sûre, parce que de temps en temps, le voyageur n'a pas su exprimer, l'agence n'a pas su détecter, n'a pas su... et ce n'est pas pour jeter la pierre aux agences, non. Ce n'est pas toujours évident de comprendre. Et puis, quand on est sur place, le voyageur, son vécu du programme peut évoluer, surtout s'il n'a s'il n'est jamais venu en Inde, tout d'un coup, il va se dire « Ah non, mais je ne m'attendais pas à ça, et puis en plus, ça ne me convient pas. » Et si on est là, si on est capable de pouvoir détecter ça, tout de suite sur place, on peut réagir. C'est en ça aussi où, en tant que réceptif, c'est important d'être réceptif. Mais ce que nous aussi, en tant que réceptifs, ce qu'on aime, c'est de travailler avec des agences qui sont soucieux d'écouter ce qu'on a à proposer, qui sont soucieux de vouloir bien faire et d'apporter le maximum à leurs voyageurs. Et je pense que cette pandémie, en tout cas, les jets de conversation ici et là sur les groupes de travail partout, je pense qu'il y a une vraie volonté au niveau des agences de se réinventer. Et ce terme de réceptif a toujours été pénible parce que, en fait, c'est un tour opérateur qui demande à un agent local, tu fais ça, point final. Alors qu'on est capable d'être force de proposition, mais encore faut-il que les agences soient réceptives à ce que l'on a à proposer. Et c'est difficile pour nous, lorsqu'on a une destination comme l'Inde, plus le Népal, plus le Bhoutan, de transcrire tout ce qu'on a à proposer, d'écrire un catalogue, parce que le catalogue, il bouge tous les jours. Le catalogue, il évolue en fonction du quotidien que l'on vit. Et le catalogue, il évolue en fonction du voyageur quand il est en situation. Et ça,
j'ai eu l'occasion de pouvoir échanger avec une personne qui s'appelle Maxime Beignet, qui notamment travaille sur des fixeurs. Et il y a toute une logique. Il y a toute une logique, et je sais qu'on est beaucoup de réceptifs dans ce souhait que les agences, on travaille dans une vraie relation partenariale. Alors, il y aura toujours l'aspect financier, mais si on travaille dans un vrai partenariat, moi, je n'ai pas de souci de savoir que l'agence doit mettre 15% de marge, mais elle doit savoir aussi que moi, je dois mettre 10%, et que si je peux en mettre un petit peu plus, c'est parce que le chauffeur sera mieux rémunéré, c'est parce que le guide sera mieux rémunéré, c'est parce que la chambre d'hôte sera mieux rémunérée, parce que je serai en mesure de donner des meilleurs repas et de pouvoir faire découvrir autre chose. Parce qu'un menu végétarien, ça coûte moins cher qu'un menu avec du poulet, qui coûte moins cher qu'un menu avec du mouton. Et que lorsque on voit comment sont traités, comment sont les prix qui sont proposés sur notre destination par les tour opérateurs, et qu'il y a les clients qui râlent parce qu'ils ont mangé pendant pratiquement végétarien tout, mais c'est normal, le guide leur a dit que tout le monde en Inde mange végétarien. Je suis désolée, on peut être omnivore à tous les repas en Inde. Mais bon, hier midi, j'ai été manger du crabe. Mon mari, lui, a pris du poulet. C'était pas le même prix. Mon crabe coûtait beaucoup plus cher que le poulet. Mais c'est normal. Quand vous allez chez le poissonnier, ça coûte un peu plus cher que si vous allez chez le boucher et que si vous allez chez le légume. On est dans la même logique. On est dans la même logique que si vous allez manger un truc chez le mec avec les oreilles, là, pour pas le dire, une espèce de burger là, avec une tranche de salade et puis un fromage. Et si vous faites un restaurant gastronomique, et ce n'est pas parce qu'on est en Inde, on ne peut pas avoir ce genre d'expérience. Ça existe. On a des super restos, on a des restos moins chics. On peut, tout est programmable. Si un voyageur a envie de se faire un super resto à 200 € la soirée parce qu'il a une occasion, c'est possible. Il n'y a pas de souci. Tout est possible. Mais c'est difficile pour nous d'en faire un catalogue, parce que là, actuellement, le catalogue est à 0. Je ne sais pas. En tout cas, on a du mal à identifier ce qui existe, dans quelles conditions. Il va falloir tout redémarrer à 0. La difficulté pour nous en tant que réceptifs va être de tout remettre la machine et de s'assurer que nos prestataires fonctionnent, dans quelles conditions ils fonctionnent, avec quel budget, qu'est-ce qu'ils sont en mesure de proposer, est-ce qu'ils ont tenu le coup. On a commencé le travail et je peux vous dire qu'on a du travail. Alors, les agences, je vous laisse avec le plus grand bonheur la gestion des clients parce que c'est hyper chronophage, mais derrière, je peux vous dire qu'on est là pour les assurer. Aucun souci. Des questions? Thomas, ton micro. Bah, voilà, et oui, parce qu'on perd l'habitude. Merci beaucoup, Véro. Est-ce que quelqu'un a une question? Une dernière question. On prendra une dernière question pour Véro. Pour ce webinaire un peu différent des autres, mais intéressant. Mais Véro est un peu différente des autres, donc c'est normal. Mais non, tout le monde est différent. Tout le monde est différent. Tout le monde est différent. En tout cas, tous ceux qui sont là et tous ceux qui ont souhaité, qui ont fait part d'une petite liste, je leur enverrai une petite vidéo, un petit cadeau que j'ai tourné hier, que j'avais dit à Thomas, si on a une petite difficulté de connexion, en tout cas, ça marche super bien dans mes montagnes. On la passera et puis en fait non, donc je vais me la mettre sur mon YouTube et je vous la passerai en petit cadeau pour vous permettre de découvrir l'endroit où je travaille et où j'habite maintenant. Merci beaucoup Véronique d'avoir pris le temps. Merci à tous d'être là et n'hésitez pas si vous avez des questions. On vous enverra, Véro va donc vous envoyer un mail avec la vidéo, comme ça vous pourrez la contacter directement si vous avez des demandes.
Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour donc un webinaire, comme Julien a su le teaser aussi professionnellement, sur la Tanzanie. Voilà. Donc, merci à tous. Soyez présents, Laurent est également un super orateur. Voilà. Si on peut avoir le replay, je pourrais le partager à mon équipe parce que c'était très intéressant, la discussion Bien sûr, de je mets Véro. ça sur je mets ça sur C'est notre chaîne gentil. YouTube et vous l'aurez. Comme quoi C'est il gentil, fallait toi. l'enregistrer. Voilà, Ouais. exactement. Il est là. Parfait. Allez. Merci à Ciao, tous. ciao. Bonne nuit, Véro. Bonne journée à tous. Et bon courage. Ne lâchez rien, Merci. surtout. Non, on lâche rien. Ça sent le début de la fin. Ciao, Il paraît. ciao. Merci à tous. Au revoir.